Votre camarade Ouais. partager le travail qu'il a fait. Alors, avec la fonction test, meta-test, à chaque fois, on va lire la valeur de A. Si la valeur de A est égale à ça, il va sortir, sinon il va rester dedans. OK. Donc, si vous remarquez, votre camarade a utilisé uniquement le principe de récursivité. Donc, la fonction va s'appeler elle-même. Donc, si la condition est vraie, il va appeler la fonction. Il va faire un return, plutôt il va quitter la fonction. Sinon, il va tout simplement rappeler la même fonction. Donc là, c'est un exemple d'application d'une boucle en utilisant uniquement le if et avec le principe de récursivité. Merci, Benoît. Voilà. Monsieur, est-ce que je l'exécute? Non, c'est pas la peine. Ah, d'accord. Alors, pour résumer un peu ce qu'on a dit la dernière fois, donc là, vous remarquez, je vous ai ce petit programme. Donc, print be happy, donc il va imprimer be happy. A, on a utilisé deux variables, A égale à 10, B égale à 20. Alors, if A inférieur à B, il va imprimer je suis dans le if. If A supérieur à B, il va faire A reçoit A moins 2. Else if, donc là, c'est le else du premier if. Donc, si B égale à 20, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imprimer 20, sinon, etc. Là, le while, c'est une boucle. Tant que B est supérieur à 10, qu'est-ce qu'il va faire? B reçoit B moins 1. Donc, ça va être, il va décrémenter le B et afficher la valeur de B. Si le B égale à 13, il va faire un break. Donc là, il ne va pas atteindre le 10. Donc, le break permet tout simplement de sortir de la boucle. Et là, on a déclaré, alors la structure names, c'est quoi? Alors, on avait vu déjà on a déjà vu ce type de variable. Un tableau. Est-ce que la notion de tableau existe? Comment est-ce qu'on les avait appelés? Voilà, c'est tout simplement une liste. Donc là, on a déclaré une liste, tout simplement. Donc, on exécute notre for sur une liste, for name in names. Quand le nom est dans la liste, imprimer name. Logiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imprimer tout le contenu de la liste. Ensuite, on a fait for item in range 1, 10, avec un pas de 2, print item. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imprimer les chiffres conformément à ce qui a été demandé. Donc là, on va essayer d'exécuter rapidement le programme. Alors, be happy, c'est ce qu'il devait imprimer au départ. Ensuite, je suis dans le if. La boucle qui décrémente va faire le 20, 19, 16, 17, etc. jusqu'à atteindre le 13. Ensuite, il va imprimer le contenu de la liste. Ensuite, le for qui commence à partir du 1 avec un pas égal à 2. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. Alors, tout à l'heure, votre camarade a utilisé une notion qu'on a appelée les fonctions. Alors, c'est quoi une fonction? C'est tout simplement, comme tel que vous l'avez vu dans les autres langages de programmation, c'est quelque chose qui va permettre à des sections de code d'être mieux regroupées selon certaines fonctionnalités. Et ça nous permet aussi d'invoquer ces fonctions à chaque moment. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans les détails des fonctions. On verra ça par la suite au niveau des classes. Alors, là, on va s'intéresser à la notion de classe. Alors, vous vous rappelez quand on a parlé la dernière fois de la notion d'objet? Alors, on avait dit quoi? On avait dit qu'un objet, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui est décrit grâce à un certain nombre de paramètres. Ensuite, à partir de ces paramètres, on peut tout simplement créer, si vous voulez, l'objet, l'invoquer, ou bien faire ce que l'on veut. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est tout simplement essayer de modéliser ça dans un programme.
Alors, essayez d'écrire le programme suivant. Attendez, je pense que je l'ai déjà fait. Alors. C'est celui. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a déclaré notre classe, qu'on a appelée classe calculator, avec 2 points après le nom de la classe. Ensuite, on fait un define. Alors là, faites attention, s'il vous plaît, c'est le tiré du 8. Donc, c'est le underscore 2 fois init underscore. Alors, cette fonction init, c'est ce qu'on appelle le constructeur de la classe. C'est ce qui permet de créer votre classe. Donc là, on a déclaré 2 variables, in A et in B. Ensuite, self. Self pour dire c'est une variable propre à la classe. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit self A reçoit integer A, in A, self B reçoit in B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fonction, c'est une classe qu'on va invoquer. Le constructeur de classe sera invoqué avec 2 variables. Ensuite, on a défini 2 méthodes. Alors, une méthode, c'est quoi? C'est une fonction qui est propre à la classe. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qui n'est exécutable que par les objets générés par cette classe. Donc, on a défini la première fonction qu'on a appelée add. Donc, qu'est-ce qu'elle accepte? Donc, elle accepte self en entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les variables avec lesquelles a été invoqué le constructeur. Donc, self, elle retourne quoi? Self A plus self.b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est là les 2 affectations qu'on a fait ici, le self A et le self B. Ensuite, on a fait déclarer une deuxième fonction qu'on a appelée mul, donc qui est multiplication, qui elle va retourner quoi? Va retourner le produit, là, lui donner n'importe quel autre nom. Il reçoit quoi? Calculator, donc le nom de la fonction, avec les 2 paramètres de création. J'ai choisi 10 et 20. Ça veut dire automatiquement, qu'est-ce qu'il va me faire? Il me crée un objet qui s'appelle new calculation avec ces 2 paramètres. Si je n'applique aucune méthode à cet objet, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement un objet qui possède 2 paramètres. Maintenant, quand je veux appliquer ma méthode, qu'est-ce que je fais? Je fais par exemple un print, la première partie A plus B, pourcentage de D. Ça veut dire j'imprime A plus B, 2 points, avec la valeur de la variable. Et la variable, c'est quoi? C'est new calculation, donc l'objet, point add. Quand je fais le nom de l'objet, point la méthode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux appliquer ma méthode sur mon objet. J'aurais pu faire, en quelque sorte, alors, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu créer, par exemple, 2 objets. Bon, on verra par la suite la création de 2 objets. Je vous laisse d'abord le loisir d'écrire ce programme. Dès que vous aurez fini de l'écrire, faites-moi signe, s'il vous plaît, pour qu'on puisse l'exécuter ensemble. Dites-moi, c'est bon pour le programme ou pas encore? Ok, je vous laisse un peu de temps.
Alors, votre camarade vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas in A et in B? Tout simplement, le but, c'est de montrer l'appropriation des variables par le constructeur, tout simplement. Parce que des fois, quand vous allez avoir plusieurs affectations, vous allez remarquer que je peux invoquer, par exemple, mon constructeur avec deux variables, mais que je vais les modifier en cours de route et qu'il est préférable d'avoir des variables intermédiaires que je vais utiliser pour dire c'est la variable appropriée par le constructeur. Quand vous dites self A, self B, ça veut dire la première variable du constructeur indépendamment de la valeur de in A et in B. Ça vous permet de préserver les valeurs de in A et de in B et d'utiliser ces variables intermédiaires au niveau des constructeurs. Voilà. Oui, vous pouvez exécuter. Ceux qui ont terminé peuvent exécuter. Est-ce que tout le monde a terminé? Bon. 2.7, effectivement. Alors, si vous avez terminé, je vais exécuter aussi. Donc, automatiquement, il m'affiche A plus B égale à 30, A fois B égale à 200, qui est le produit des deux variables que j'ai données en entrée. Maintenant, supposons que je vous dis, créez-moi deux objets, un autre objet, avec les paramètres, par exemple, 5 et 3. Mais sans supprimer le premier objet. Comment vous allez faire? On appelle une deuxième fois le constructeur avec une autre variable. Tout simplement. Alors, on va faire ça rapidement. Alors, si j'ai besoin de créer d'autres objets, je peux appeler oméga, reçoit, calculator, par exemple avec les variables 4 et 5. Maintenant, le fait de créer cet objet, il ne va pas me faire d'addition ni de multiplication, que les choses soient claires. Il le fera tout simplement si je le demande. Si je dis print, par exemple, object to mult, pour les multiplications, je vais faire mon pourcentage D, je vais faire, et je rajoute pourcentage, alors comment on appelle l'objet, oméga, comme on a dit mult, point, mul. Et là, j'ai objet 2, multiplication, c'est égal à 20. Ceux qui veulent voir, bon, c'est pratiquement le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, tout simplement, vous pouvez créer autant d'objets que vous voulez. Maintenant, la création d'objets aussi peut se faire de manière automatisée. Ça veut dire quoi? Je peux faire une boucle qui va me créer des objets. Ou bien, je peux créer des objets dans un tableau. Donc là, j'ai vraiment toute la latitude de faire tout ce que je veux lors de la création de mes objets. Alors, ce qui est intéressant dans le langage orienté objet, c'est que nous avons ce qu'on appelle la notion d'héritage. Alors, dans l'absolu, c'est quoi l'héritage? Pour vous, c'est quoi la notion d'héritage? Quand je vous dis X hérite par exemple de Y. C'est de recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre. D'accord. Généralement, c'est de recevoir quelque chose d'un ancêtre qui est mort. Or, dans le Python, l'héritage, c'est presque la même chose, sauf qu'on ne va pas tuer celui de qui on va hériter.
On peut hériter d'une classe qui est toujours vivante. Alors, l'héritage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va créer une autre classe qui aura exactement les mêmes propriétés et les mêmes méthodes de la classe parente, mais à laquelle on va rajouter d'autres spécificités. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de me créer une classe qui va hériter, disons, des propriétés de la classe précédente. Mais qui va avoir, disons, la fonctionnalité, bien la méthode puissance en plus. Alors, réfléchissez sur comment est-ce qu'on pourra éventuellement le faire. Donc, logiquement, au niveau de mon programme, cette première partie, c'est la définition de la première classe. Donc là, j'ai défini ma première classe avec ces méthodes. Si je veux définir une autre classe, qu'elle hérite ou non, donc je dois essayer déjà de créer une autre classe. Alors, l'autre classe, comment est-ce que je vais la créer? Je vais la créer déjà en utilisant le mot classe. Alors, le mot-clé classe. Alors, supposons que je vais l'appeler... alors, comment on va l'appeler scientifique. Non, Python, ça va être la méthode. On va l'appeler fils. Parce qu'elle va hériter, c'est le fils qui hérite des parents. Alors, elle va hériter de qui? Elle va hériter de la classe précédente qui s'appelle calculator. Donc, notre classe, vous remarquez que la première, on n'a pas mis de parenthèse. La deuxième, on va mettre des parenthèses. Pourquoi? Parce que pour signifier qu'elle hérite d'une classe précédente. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de définir des arguments ou un constructeur de la classe? Pas forcément, parce que comme elle hérite de la classe précédente, je peux déjà même utiliser les constructeurs de la classe précédente. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais définir la méthode supplémentaire que j'ai dans cette nouvelle classe. Donc, je fais un define. Comme on avait dit qu'on veut utiliser la puissance, donc je fais power. Donc, de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, power self. Et elle va retourner quoi? On aura un return, tout simplement. Alors, comment on appelle power? Pardon. Self A et fois self B. Bien plus sens. Self. Point 1, virgule. Self. B. Donc là, elle retourne quoi? Elle retourne tout simplement puissance A puissance B. Maintenant, quand on veut passer vers les constructeurs, en quelque sorte, alors, donc là, on va revenir. Alors, on avait créé déjà une calculation calculator, etc. Bon, je vais enlever l'oméga parce que j'en ai plus besoin maintenant. Bon, si j'enlève l'oméga, automatiquement, cette ligne doit disparaître, parce qu'il ne reconnaît pas le deuxième objet. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons déjà le constructeur de la première classe qu'on a créé, qui est là, avec les deux impressions. Donc là, il va falloir créer un nouvel objet. On va l'appeler new power, par exemple. Alors, le nouvel objet, on va le construire avec quel constructeur? Avec la classe scientifique, SAN. Je prends deux valeurs, par exemple, 2,5. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que créer un nouvel objet. Mais je n'ai pas, si vous voulez, comment dirais-je? Je n'ai pas invoqué de méthode. Pour invoquer la méthode, tout simplement, il va falloir faire un print comme on l'a fait tout à l'heure. Print, par exemple. A power B. Pourcentage B. Je
Et là, je vais tout simplement lui dire le nom de l'objet que j'ai appelé new power dot. Alors, là, par contre, vous allez, comme c'est un héritage, donc j'ai hérité de toutes les méthodes de la classe précédente. Donc, je peux faire new power dot, par exemple, la méthode add directement. Add. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, là, alors je ne mets pas power, c'est add b. Si je fais un autre print, a power b, toujours pourcentage t pour la variable. Et à ce niveau-là, je peux tout simplement invoquer ma méthode power, new power, dot power, pour puissance. Et là, vous avez toute la latitude d'exécuter votre fichier. Et là, vous avez 32. Je pense que j'avais mis 2 et 5. 2 à la puissance 5, c'est 32. Alors, je vous remets le fichier pour que vous puissiez le voir. Et exécutez votre programme. Oui. Non, alors, vous pouvez pas faire, alors, attendez, là, vous ne pouvez pas faire la somme de 3 chiffres directement en mettant A, B, C. Pourquoi? Parce que le constructeur a de 2 chiffres. Ce que vous auriez pu faire, vous appelez somme, par exemple, A et B. Ensuite, le résultat, vous le mettez dans C. Ensuite, vous faites la somme à C et D. Non, quand on hérite de la fonction telle qu'elle est. Vous n'allez pas pouvoir modifier, si vous voulez, une méthode qui existe déjà. Voilà, ça vous évite. Alors, généralement, l'héritage, pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça nous évite de réécrire une classe qui existe déjà si j'ai besoin de la même classe avec des fonctionnalités supplémentaires. Là, c'est un exemple simple. Alors, imaginez que maintenant, moi, j'ai besoin, par exemple, d'autres arguments. Ou bien j'ai besoin d'autres arguments sur lesquels je vais faire d'autres opérations, à part le add qui est là et le mult qui est là. Donc là, j'utiliserai la même classe et je rajouterai mes nouvelles méthodes avec mes nouvelles variables. Mais je ne peux pas rajouter, par exemple, de nouvelles variables en disant, voilà, j'ai de nouvelles variables que je vais utiliser pour le add qui existait avant. Voilà. On peut rajouter de nouvelles méthodes. Oui, il n'y a pas de souci pour ça.
si vous avez compris la notion de classe, bon, on ne va pas trop s'approfondir là-dedans pour le moment. Donc, on va passer à autre chose, ce qu'on appelle les exceptions, ou bien the handling. Alors, je quitte ce programme. Alors, une exception, c'est quoi? C'est tout simplement une condition d'erreur qui va perturber le déroulement normal de votre programme. Il faut savoir que Python, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet, avec une manière simple et, disons, assez élégante, de pouvoir gérer les erreurs pour éviter d'avoir les messages d'erreur système que vous connaissez tous, qui vont apparaître en vous disant erreur, exception, catastrophe, etc. Alors, lancez votre interpréteur Python. Faites 0 divisé par 0. Dites-moi, c'est quoi le résultat? Alors, c'est quoi le résultat de votre 0 divisé par 0? Quel واحد ما كرهش l'erreur. Les autres, vous avez eu d'autres résultats? يعني نشوفهم. ما لحقني حتى commentaire, c'est ça le problème. Ah oui, je viens de recevoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Taskback, etc. Effectivement. Alors, vous remarquerez que la division par 0 génère un code d'erreur. Alors, on va le faire ensemble. Et là, vous remarquerez taskback, most recently, callback, etc. Donc, c'est... Là, il m'affiche au moins le message d'erreur en me disant 0 division error. Maintenant, imaginez que moi, je n'ai pas envie d'avoir ce message système. J'aimerais bien avoir des messages personnalisables en fonction de mon application. Donc, généralement, il y a une commande qui s'appelle try. Alors, que je vous ai écrit de cette manière. Ensuite, je fais A reçoit 0 divisé par 0. Ensuite, je lui dis s'il y a une exception, donc s'il y a une erreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit imprimer print une exception est arrivée. Bon, là, je n'ai pas mis un message. Alors, à cause du 0. Et là, quand j'exécute, appuyez 2 fois sur Entrée pour exécuter, vous n'allez plus avoir tout le fameux code de système, mais il va permettre de gérer l'exception. Parce que pourquoi vous lui avez dit, essayez de faire une division divisée par 0. Si une exception apparaît, imprime-moi le message. Ne m'imprime pas le message système. Alors, ceci est utile pour faire quoi? Alors, d'une part, c'est utile pour déjà permettre au développeur de savoir quelles sont les erreurs qu'il a commises. Pourquoi? Parce que lui, il va se dire, par exemple, moi, je suis en train de faire, par exemple, une opération sur les fichiers. Une écriture sur fichier ou bien une lecture à partir d'un fichier. Je peux avoir plusieurs types d'erreurs. Soit le fichier est inexistant, soit le pointeur dépasse l'adresse mémoire. Donc, il peut y avoir plusieurs cas d'erreur. Il va faire des cas. Si le cas d'erreur numéro 1, si c'est le cas d'erreur numéro 1, affichez-moi le message comme quoi le fichier n'existe pas. Si c'est le cas d'erreur numéro 2, affichez-moi le message numéro 2, etc. Donc, d'une part, ça me permet déjà d'identifier le type d'erreur. Et comme le dit votre camarade, ça permet aussi d'éviter de crasher le programme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant pour nous que le programme crache et que l'utilisateur soit obligé de tout refaire à partir de 0. Alors, on va faire autre chose. Alors, on va lui dire, toujours avec la gestion des exceptions, on va faire notre try. On va lui dire toujours A égale 10 divisé par 20. On va lui dire s'il y a une exception, il va imprimer print exception. Sinon,
il va dire pas d'exception. Finally, ça veut dire à la fin qu'il y ait l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va imprimer logiquement, vu que dans notre cas, le 10 divisé par 20 ne génère pas d'exception, donc c'est tout à fait logique qu'il nous imprime pas d'exception. Et à la fin, il va nous imprimer le X OK. Donc ceci vous permet de prévoir aussi des traitements dans le cas où il y a une exception de ce qu'il faut faire, dans le cas où il n'y a pas d'exception, voilà ce qu'il faut faire. Et in fine, dans les deux branches vont se rejoindre pour exécuter la suite d'un traitement. Ça veut dire que s'il y a exception, il va m'imprimer exception. Ensuite, il va vers le finally. S'il n'y a pas d'exception, il va faire le traitement relatif à l'absence d'exception. Ensuite, il va partir vers le finally. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? OK, parfait. Alors, il faut savoir que... Oui, allez-y. Toujours à la fin, il exécute. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Si vous ne la mettez pas, ça ne pose aucun problème. Mais si vous voulez la mettre, elle vous permet de l'exécuter, quel que soit le cas. S'il y a exception ou s'il n'y a pas exception. Alors, il faut savoir que les développeurs de Python ont l'une des erreurs les plus communes, c'est la division par zéro. Donc, ils ont prévu déjà l'exception division par zéro, qui est un code d'exception particulier. Alors, on va essayer de le voir ensemble, qu'on fait comme tout à l'heure notre try. Je fais mon A qui reçoit 0 divisé par 0. Et là, j'utilise le mot-clé except 0 division error. Et je lui dis print divide by 0. Alors là, qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, je lui ai dit, essaye de faire la division par 0. Si c'est une exception, division par 0. Imprime division par 0. Si c'est une autre exception, imprime erreur inconnue. Et là, il va faire directement divisé par 0. Pourquoi? Parce que le code d'exception qu'il a reçu correspond à 0 division error. Alors, vous avez des codes d'exception connus, donc vous allez les trouver dans la documentation et dans la littérature. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait les exceptions? Généralement, parce que quand on fait la division par 0, plutôt quand on va traiter les fichiers, on est exposé à un nombre assez important d'exceptions et d'erreurs. Donc, ceci va vous faciliter la vie lorsque vous allez travailler sur les fichiers. Et comme vous l'avez deviné, on va s'attaquer à la gestion des fichiers. Alors, pour la gestion de fichiers, c'est très simple. Alors, nous avons un certain nombre de commandes avec lesquelles on va se familiariser. Alors, nous avons des packages qu'on va utiliser. Alors, les commandes de base, c'est open pour l'ouverture de fichiers, read pour la lecture, write pour l'écriture, close pour fermer le fichier, os.rename pour renommer le fichier et os.delete pour supprimer le fichier. Alors, chacune de ces commandes peut prendre un ou plusieurs arguments qu'on va voir tout au long de notre progression. Alors, on va travailler toujours sur notre interpréteur. Alors, il faut savoir que pour ouvrir un fichier, on peut l'ouvrir en mode lecture, comme on peut l'ouvrir en mode écriture. Alors, l'ouvrir en mode écriture signifie tout simplement qu'on va créer notre fichier. Alors, on va commencer par créer un fichier en mode écriture. Alors, pour créer un fichier, il vous faut ce qu'on appelle un descripteur de fichier. Un descripteur de fichier, c'est quoi? C'est une variable
qui va, en quelque sorte, prendre les paramètres relatifs à notre fichier. Alors, on va prendre notre variable, on va l'appeler, par exemple, file descriptor. Alors, cette variable va recevoir quoi? Elle va recevoir la commande open. Essayez de l'imaginer comme une sorte de pointeur, en quelque sorte. Alors, je vais créer un fichier que je vais appeler azerty.txt. Le fichier n'existe pas. Donc, je suis obligé de l'ouvrir en mode écriture. Je ferme ma parenthèse. Je fais entrer. Si je tape la valeur de ma variable file descriptor, qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, il va me dire open file, donc j'ai ouvert le fichier qui s'appelle azerty.txt en mode write, donc en écriture, et il vous donne l'adresse mémoire à partir de laquelle va commencer votre fichier. C'est ce qu'on appelle un descripteur de fichier et il contient trois variables, trois paramètres. Donc, le nom de votre fichier, le mode d'ouverture et l'adresse à partir de laquelle va commencer l'écriture de votre fichier. Donc, si je fais quitte, par exemple, je fais mon ls, j'ai un nouveau fichier qui existe, que vous voyez là, qui s'appelle azerty.txt, que je viens de tout juste de créer. C'est un fichier vide qui ne contient aucune valeur, tout simplement parce que je n'ai absolument rien écrit dans mon fichier. Alors, si je reviens vers mon Python, ou bien non, bon, on ne va pas travailler ad vitam aeternam dans ce bidule. Alors, je pense que je vous ai déjà fait un fichier pour éviter de réécrire, parce que je suis feignant. Alors, comment je l'appelle, je pense. Quelle commande? Virgule W. Vous utilisez le 2.7 ou bien le 3? Le 3. Alors, open en minuscule, le nom du fichier. Alors, dites-moi, est-ce que le fichier existe déjà ou le nom que vous avez donné? Ben, appelez-le un autre nom. Ou refais le test. Parce que si le fichier existe déjà et qu'il est ouvert par un autre processus et tu veux l'ouvrir en mode écriture, il va créer un conflit ou une erreur. Erreur. Alors, est-ce que tu as laissé un espace entre le descripteur et la commande, etc.? C'est fdesk, espace égal, espace open. Parenthèse, le nom du fichier, virgule, le mode d'ouverture. Partage ton écran. Oui. Alors. Cherchons ce qu'il a écrit la première fois. Tu as utilisé des cotes ou des doubles cotes? Comment c'est possible? Manish, exécute maintenant pour voir. Exécute.
Euh, نبدا البي اس اس نسميه نوترومون ولا ار ايكال اوبن باغ اكزومبل. معليش خلي الأ وفي بلاصة دبليو حط له ار. Toujours c'est l'open qui pose problème. Est-ce que l'installation TAC elle est complète? Est-ce qu'il reconnaît qu'il y a les librairies, etc. Très bien. Donc, je vais faire. معليش essaye d'exécuter le programme qu'on va faire maintenant. Ça me permettra de voir est-ce que c'est un problème de ce programme ou là. On va pas. Essayez de faire le programme, s'il vous plaît. Donc là, ce qu'on a fait, on a ouvert le fichier en mode écriture. Ensuite, pour for count in range 0 à 100, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire tout simplement la valeur de count plus un retour chariot. Ensuite, on va fermer le fichier. Donc là, on ne fait que remplir le fichier. Monsieur, le partage. Ah oui, pardon. Je remets le partage. Je ne sais pas. Ouais, je l'avais mis en pause. Dès que vous aurez fini, enregistrer, ensuite exécuter. Monsieur, بصح لأن لو كان نسيو نكتبو une nouvelle fois, il va écraser. كيفاش نديرو له باش ما يكرازيش؟ Oui, mais il va écraser quoi? Genre, il va supprimer aucun كاين et il va écrire de nouveau. Oui, là, parce qu'on vient de créer un nouveau fichier, et on lui demande de le remplir. Si on voulait ne pas écraser ce qu'il y a, il faut aller à la fin du fichier. On verra ça par la suite. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement créer un nouveau fichier et le remplir. Je sais parce que quand j'ai essayé de changer les droits place W نديرو A اسمها all يعني read and write كي يكتب لي في لافان وحده genre بلا ما بريسيزي له genre est-ce que c'est lié? Il faut savoir que quand vous mettez write, il va écraser tout ce qu'il y a dans le fichier. Quand vous mettez all, il va se positionner à la fin du fichier. C'est aussi simple que ça.
Alors, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Alors, je vais le faire à mon tour. Je fais mon chmod. Le fichier s'appelait A.py. Ensuite, j'exécute mon A.py. Je ne vois rien malheureusement parce que... qui est-ce qui se rappelle comment j'ai appelé mon fichier? C'est tout. Attendez, je revois bouclement le fichier. Alors, SDFGH. SDFGH. Non, n'a pas de sens. Mais... Alors, pour voir ce qu'il a fait dans le fichier, déjà, j'aurais pu faire un ls. Je cherche mon fichier SDFGH, il est là. Je peux faire un cat SDFGH.txt. Automatiquement, il m'affiche tout le contenu de mon fichier. Donc, c'est de 1 à 99. Maintenant, il n'est pas intéressant à chaque fois de faire ça pour pouvoir savoir ce qui est dans un fichier. Il serait plus intéressant de pouvoir lire le fichier à partir d'un programme. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de lire le contenu de notre fichier. Donc tout à l'heure, ce qu'on avait fait, on a tout simplement dans un fichier. Moi, je vais réouvrir mon programme. Bon, vous pouvez créer un autre programme. Alors, au début, ça va être la même chose, sauf que là, ce qui m'intéresse, avant de lire, c'est d'essayer de rajouter des valeurs dans le fichier. Tout à l'heure, votre camarade vous a dit, quand j'ouvre en mode W, on va commencer à écrire à partir du début de fichier. Donc, on va écraser tout le contenu. Maintenant, si je ne veux pas écraser le contenu d'un fichier, à la place du W, je vais mettre un A. Le A, c'est pour append. Append, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter. Et là, je vais faire for count in range. Au lieu d'aller de 0 à 100, je vais aller tout simplement de 100 à 200 pour compléter mon fichier. Le reste inchangé. Donc, ça va être str count plus blabla, etc. Donc, je vous laisse faire vos modifications. Enregistrez votre fichier, exécutez-le et faites un nouveau cat et vous allez voir que les valeurs qui vont s'afficher vont aller tout simplement de 0 jusqu'à 199 au lieu d'aller de 0 à 100. 0 à 99, pardon. Dès que c'est fait, faites-moi signe, s'il vous plaît. Alors, je vois que certains d'entre vous ont déjà terminé. Alors, je le fais à mon niveau. J'exécute mon fichier. Je lui demande un nouveau cat. Et là, vous voyez que ça va jusqu'à 199, tout simplement. Si vous n'avez pas confiance, sdfgh.txt, vous pouvez vérifier. Et vous avez de 0 jusqu'à 199. Donc, il n'a pas écrasé, tout simplement parce qu'on lui a demandé de ne pas écraser. Donc, on a fait notre append. Maintenant, pardon? Ça doit être un lag sur le réseau. Donc, soit moi, صحاب GTR اللي بداو يخدموا في الريزو ما خدموهاش مليح.
Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement essayer de faire un programme qui va lire notre fichier. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais réouvrir le programme de tout à l'heure. Alors, vous l'avez bien deviné, je commence toujours par maltraiter ma variable A et W qui va se transformer en R pour aller vers read. Ce n'est plus un write ni un append. Ma boucle for qui va légèrement changer. Parce que je ne suis pas censé savoir il y a combien de variables dans un fichier, je suis censé le lire. Donc, je vais lui dire for line in FDESC. Pour dot read lines. Et tant qu'il y a des lignes qu'il arrive à lire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout simplement un print line dot strip. Et je supprime tout ce qui est en relation avec mon compteur parce que je n'ai plus de compteur. Ensuite, je ferme mon fichier, évidemment, quand j'aurai fini ma boucle. Je vous laisse le temps d'écrire le programme, de l'exécuter et de me dire ce qui s'affiche. Effectivement, l'IS, c'est ce qu'il est censé faire. Vous affichez les variables de 0 à 199. Alors, tac, tac. Je l'exécute. Oups, j'ai fait une erreur. Alors, oui, l'erreur was not attributed lines. Attendez, que je vois parce que je me suis trompé. Monsieur Redlines avec L minuscule. Ouais. Alors, il y a d'autres fonctions aussi qu'on peut voir. C'est os.rename. Alors, on revient vers notre programme. Rapidement. Alors, là, par contre, je serai obligé d'utiliser un import. Donc, je vais importer une nouvelle librairie. Ça s'appelle OS. Donc, je peux faire, par exemple, mais on ne va pas le faire dans un programme, ça sert à rien. Alors, je peux faire un import OS. Ensuite, je lui dis, par exemple, os.rename. Par exemple, il s'appelait SDFGH. SDFGH.txt.
vers, par exemple, on va l'appeler f2.txt. Donc, si je fais quitte, ls, vous allez remarquer tout simplement que votre SDF a disparu, il a été remplacé par un F2. Donc, j'ajoute SDF, le F2, grâce à la commande rename, qui tout simplement, comme vous l'avez compris, permet de changer le nom du fichier. Alors, je vais vous donner un exercice à faire et à remettre la semaine prochaine par mail. Alors, l'exercice, je vais vous le saisir tout de suite sur le site web et je vais vous l'expliquer. Une seconde. Je vais le mettre sur le site web. Bien, bon, je vais vous l'expliquer ensuite, je vais le mettre sur le site. Comme si on voulait envoyer l'adresse mail qui est sur le site. Alors, vous devez rédiger un programme qui va lire le fichier suivant. Le fichier s'appelle var/log/message. Alors, dans ce fichier, vous devez trouver tous les journaux relatifs à l'USB. Alors ça, vous allez trouver les journaux d'événements. Je veux que vous trouviez tous les journaux relatifs à l'USB et vous devez les imprimer de manière sélective. Tout simplement, rien d'autre. M'afficher tous les journaux relatifs à l'USB par rapport qui se trouvent dans ce chemin. Alors, le fichier, vous allez l'imprimer, vous allez l'envoyer vers l'adresse qui se trouve sur le site web qui est l3gtr@outlook.com. Rien de plus simple. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice? Alors, dans le fichier, alors, les journaux, vous allez trouver qu'ils parlent de beaucoup de choses. Moi, je veux les enregistrements relatifs à l'USB. Donc, tout ce qui traite d'autre chose à part l'USB, je ne veux pas qu'il soit imprimé. Voilà. Un fichier journal est un fichier texte. Voilà. En tous les cas, l'énoncé, je vais vous le mettre dans le site web tout à l'heure. À la fin du TP, je vais vous mettre l'énoncé sur le site web. OK. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que bon, je pense que vous avez eu assez d'informations, sauf si vous avez encore de l'énergie pour continuer. Je vous laisse le choix. Si vous continuez, on va passer à la navigation dans les dossiers en utilisant des commandes et vers tout ce qui est fork and join. À vous de décider. Alors, vous voulez continuer ou arrêter? OK, on continue, parce qu'il n'y a que ceux qui veulent continuer qui parlent. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment naviguer dans des répertoires. Alors, il faut savoir généralement qu'il y a des méthodes qui existent qui vous permettront de parcourir des dossiers, de lister les fichiers ainsi que les attributs des fichiers, donc c'est l'ensemble des informations relatives à ce fichier, qui vont vous permettre de créer des fichiers, des dossiers, et surtout de tester pour savoir si un objet est un fichier ou bien un dossier. Parce que là, alors, est-ce que vous avez entendu parler de la notion de spider? Bien, un crawler sur Internet. Voilà. Alors, un spider ou un crawler, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier qui va parcourir un site web pour essayer de voir tout ce qu'il contient et aspirer tout son contenu. Donc, lui, comment est-ce qu'il va procéder? Il va tout simplement essayer de parcourir les différents dossiers, mais pour parcourir un dossier, il doit vérifier quand il a là, par exemple, lui donner un chemin. Par exemple, comme tout à l'heure, je vous ai donné un chemin qui était var/log/message. Lui, il a ce chemin, vous lui dites, commence à spider ce message, ce chemin. Lui, la première question qu'il va se poser, c'est de se dire, message est un dossier ou bien est-ce que c'est un fichier? Si c'est un fichier, il devra le récupérer uniquement.
Si c'est un dossier, il devra parcourir tout son contenu, vérifier si ce qu'il contient, est-ce que c'est des fichiers ou c'est des dossiers. Si c'est des fichiers, il va récupérer chaque fichier indépendamment. Si c'est un dossier, il aura un autre traitement. Il devra rentrer dans le premier dossier, voir ce qu'il contient, etc. et suivre le cheminement. Ensuite, il devra revenir en arrière pour passer au dossier suivant. Donc, c'est ce qu'on appelle un parcours récursif, où il devra parcourir toute l'arborescence. Donc, pour pouvoir faire tout ça, il va y avoir des commandes qui vont permettre de lister les fichiers et leurs attributs, d'autres commandes qui vont permettre de créer des dossiers ou de les supprimer. Pourquoi? Parce que quand il va parcourir, il devra créer la même chose sur la machine hôte, donc sur votre machine. Et en même temps, il devra savoir faire la différence entre un fichier et un dossier. Donc, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, on va lancer notre interpréteur. Oui, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez toute la liberté de faire ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, lui demander de récupérer que du texte, récupérer que du PDF. Parce que ça dépend maintenant de votre manière de programmer. Parce que là, moi, ce que je vous montre maintenant, c'est comment déjà distinguer entre un fichier et un dossier. Vous pouvez faire en sorte, lorsqu'il fait la recherche, vous lui dites, par exemple, si l'extension est un PDF, ne pas récupérer, ou bien récupérer uniquement si c'est de l'exe, ou il y a rien. Donc, ça dépend de vous. Alors, import OS. Essayez de travailler en parallèle, s'il vous plaît. Alors, première des choses, comment est-ce que je fais pour identifier le dossier en cours, donc le dossier dans lequel je suis? Alors, on fait os.get.cwd. Et là, il me dit tout simplement, je suis dans Home, Kali, TP1. Alors, pour créer... Alors, c'est une commande qui est assez importante. Pourquoi? Ça vous permettra de vous situer lorsque vous faites votre parsing d'un chemin ou d'une arborescence pour savoir à chaque moment où est-ce que vous êtes, vous avez parcouru combien de dossiers, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si on veut créer un dossier, je fais tout simplement os.make directory et je lui donne le nom du dossier, par exemple, test. Si je veux, alors, si je fais un ls, pardon, ce que je raconte. os.list directory. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il me donne la liste de tout ce qu'il y a dans le dossier en cours. Donc, os.list directory, il va me donner la liste de tous les fichiers et tous les dossiers qui se trouvent dans le dossier dans lequel je suis. Maintenant, supposons que je suis dans un chemin bien défini et que j'ai envie de connaître, par exemple, la liste de ce qui existe, mais au niveau de la racine. Donc, pas au niveau du dossier en cours. Tout à l'heure, on avait mis le point pour lui dire le chemin courant. Si je lui mets le slash, là, il va essayer de me donner la liste directory au niveau de la racine. Et là, j'ai exactement tout ce qui se trouve au niveau de ma racine. Pardon. Alors, je peux m'amuser aussi à faire un petit programme. Par exemple, si je lui dis for item in os.list directory. Alors, si je lui dis if os.path.is directory item. Print item plus is directory.
ensuite, else if os.path dot is directory. Ah, pardon. J'avais fait is directory tout à l'heure. Donc je fais is file ici. Is file. Item. Print. Item. Is file. Je pense que j'ai oublié I. Enfin, manage. Alors, qu'est-ce qu'il m'affiche? Azerty.txt is a file, test.p is a file, a.p is a file, etc. Test is a directory. Si vous vous rappelez, c'est le programme qu'on avait rajouté précédemment. Pardon? Ah, d'accord. Là, je ne suis pas dans Linux, je suis sur Python. C'est des commandes Python que j'utilise. Il suffit tout simplement de lui donner le chemin. Sauf quand je mets le point, ça veut dire que c'est le dossier courant. Quand je mets la racine, le slash, c'est la racine. Si je veux aller vers un dossier particulier, je lui donne tout simplement le chemin dans lequel je vais faire la recherche. Oui. Par exemple, supposons que tu as créé un dossier métaux test, d'accord? Tu lui fais slash, test, il va travailler dans test. C'est pour ça que je t'ai dit, tu lui donnes le path dans lequel tu veux qu'il travaille. Voilà. نخدم الروت ونهبط كي دير لي بوان صافي ديال الدوسي كورون هي رايحه. Alors, imaginons maintenant que moi, je veux chercher un type de fichier particulier. Astérix, point, l'extension du fichier. Alors, là, c'est un peu plus compliqué que ça. On va utiliser une librairie particulière qui s'appelle Glob. Donc, je fais import Glob, par exemple. Ensuite, je lui dis for item in glob.glob. J'ouvre une parenthèse, os.path.join. Je lui dis print item. Là, vous remarquez qu'il a tout imprimé. Il n'y a pas eu d'exception. Maintenant, supposons que moi, ce que je cherche, c'est une extension particulière. Donc, à la place de l'étoile, je vais faire étoile.py. Et là, je vais lui dire print item. Et là, vous remarquerez qu'il va imprimer uniquement les fichiers qui ont l'extension .py. Et là, ça répond à la question de votre camarade de tout à l'heure au niveau des spiders, quand je veux récupérer un type de fichier bien particulier. Donc là, ça vous permet de choisir quels sont les fichiers. Bon, là, on fait uniquement des prints, mais vous auriez pu, dans la condition, faire la condition qui vous convient. Donc, import, print, copy, etc. Fin directory, voilà.
Alors, Thomas comme Châtelaine, je vais vous donner un deuxième homework qui n'est pas très compliqué. Attendez, je vous partage l'écran. Une seconde. Faire un programme qui va parcourir des dossiers d'une manière récursive et imprimer la liste des fichiers de manière hiérarchique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que j'ai plusieurs dossiers. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'imprimer, vous remarquez là, par exemple, le dossier RACI s'appelle A. Il a le nom du dossier. C'est à vous de décider. Par exemple, 2 astérix, 2 tirets ou la 4 tirets pour dire je suis dans le premier dossier. Il va me donner les noms à les fichiers. Fichier 1, fichier 2, etc. Il a trouvé, par exemple, un dossier à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement me donner le nom qu'a le dossier qu'il a trouvé. Une fois qu'il a parcouru tous les dossiers, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il a fini le parcours. Peut-être qu'il va y avoir 2 dossiers ou 3, on ne sait pas. Il va me mettre, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne fais pas le dossier B. Et il va me donner la liste. Regarde, je dans le dossier B. Maintenant, s'il y a d'autres dossiers dans le dossier B, il va me les mettre et rentrer dedans et m'afficher. C'est ce qu'on appelle un parcours récursif d'un dossier. Est-ce que c'est clair pour l'énoncé? Le plus important, c'est que l'affichage graphique va me permettre de comprendre, par exemple, le B, il est dans le A. Le C, il est dans le B. D'accord? Voilà. Il faut tout parcourir. Alors, quel que soit les types d'arborescence que j'ai, je peux avoir, par exemple, dans le A, je peux avoir 3 dossiers. Et il doit faire le travail à partir du dossier en cours. Monsieur la racine. Ça veut dire, si moi, je crée une arborescence, je le mets dans le dossier B, il commence à travailler à partir de B, oui. Le B peut contenir 2 dossiers, il peut contenir 3. La profondeur est illimitée. Ça veut dire que vous devez utiliser le principe de la récursivité parce que la profondeur est illimitée. La condition d'arrêt devra être quoi? Devra être que dans le dossier en cours, il n'y a plus aucun autre dossier. Ça lui permettra d'arrêter dans la profondeur. Mais ça ne veut pas dire que le programme va s'arrêter dans sa globalité. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dossiers. Je vous donne un exemple. Imaginez le A, j'avais le B. Un type d'exemple. Je peux avoir un autre dossier qui s'appelle ZZ. Ça veut dire qu'il doit aussi, une fois que le B, il a fait le parcours du B, peut-être qu'il y a d'autres dossiers plus profonds dans le B, il y a des lignes pour parcourir le ZZ. Donc, c'est à vous de voir quelle est la structure de données que vous voulez utiliser pour n'oublier aucun dossier, ni en, si vous voulez, en largeur, ni en profondeur. Vous avez le droit d'utiliser toutes les commandes que vous voulez. Vous n'avez aucune restriction de commande. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux commandes qu'on a vues en TP. Ce qu'on a vu en TP, je vous ai donné le minimum nécessaire à faire l'exercice. Maintenant, vous pouvez innover. Si vous connaissez d'autres commandes ou d'autres méthodes de faire, faites-les. L'essentiel, c'est que ça doit marcher. Et les 2 programmes, vous devez les remettre avant le TP de la semaine prochaine. Je dois les avoir dans ma boîte mail. Le TP, il est à 13 h. Je dois les avoir minimum à 11 h. En tous les cas, je vais tout vous mettre sur le site web. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour le moment. OK. OK, bonne journée à tous.